Thérèse Raquin, chapitre 11. Parfois le dimanche, lorsqu'il faisait beau, Camille forçait Thérèse à sortir avec lui à faire un bout de promenade aux Champs-Élysées. La jeune femme aurait préféré rester dans l'ombre humide de la boutique, elle se fatiguait, elle s'ennuyait au bras de son mari qui la traînait sur les trottoirs, en s'arrêtant aux boutiques avec des étonnements, des réflexions, des silences imbéciles, mais Camille tenait bon. Il aimait à montrer sa femme lorsqu'il rencontrait un de ses collègues, un de ses chefs surtout. Il était tout fier d'échanger un salut avec lui en compagnie de madame. D'ailleurs, il marchait pour marcher, sans presque parler, roide et contrefait, dans ses habits du dimanche, traînant les pieds abrutis et vaniteux. Thérèse souffrait d'avoir un pareil homme au bras. Les jours de promenade, madame Raquin accompagnait ses enfants jusqu'au bout du passage. Elle les embrassait comme s'ils fussent partis pour un voyage, et c'étaient des recommandations sans fin, des prières pressantes. Surtout, leur disait-elle, prenez garde aux accidents. Il y a tant de voitures dans ce Paris, vous me promettez de ne pas aller dans la foule. Elle les laissait enfin s'éloigner, les suivant longtemps des yeux, puis elle rentrait à la boutique. Ses jambes devenaient lourdes et lui interdisaient toute longue marche. D'autres fois, plus rarement, les époux sortaient de Paris, ils allaient à Saint-Ouen ou à Asnières, et mangeaient une friture dans un des restaurants du bord de l'eau. C'étaient des jours de grande débauche, dont on parlait un mois à l'avance. Thérèse acceptait plus volontiers, presque avec joie, ces courses qui la retenaient en plein air jusqu'à 10 et 11 heures du soir. Saint-Ouen, avec ses îles vertes, lui rappelait Vernon. Elle y sentait se réveiller toutes les amitiés sauvages qu'elle avait eues pour la Seine, étant jeune fille. Elle s'asseyait sur les graviers, trempait ses mains dans la rivière, se sentait vivre sous les ardeurs du soleil qui tempérait les souffles frais des ombrages, tandis qu'elle déchirait et souillait sa robe sur les cailloux de la terre grasse. Camille étalait proprement son mouchoir et s'accroupissait à côté d'elle avec 1000 précautions. Dans les derniers temps, le jeune couple emmenait presque toujours Laurent, qui égayait la promenade par ses rires et sa force de paysan. Un dimanche, Camille, Thérèse et Laurent partirent pour Saint-Ouen vers 11 heures, après le déjeuner. La partie était projetée depuis longtemps et devait être la dernière de la saison. L'automne venait et les souffles froids commençaient le soir à faire frissonner l'air. Ce matin-là, le ciel gardait encore toute sa sérénité bleue. Il faisait chaud au soleil et l'ombre était tiède. On décida qu'il fallait profiter des derniers rayons. Les 3 promeneurs prirent un fiacre, accompagnés des doléances, des effusions inquiètes de la vieille mercière. Ils traversèrent Paris et quittèrent le fiacre aux fortifications. Puis ils gagnèrent Saint-Ouen, en suivant la chaussée. Il était midi, la route couverte de poussière, largement éclairée par les rayons du soleil, avait des blancheurs avanglantes de neige. L'air brûlait, épaissi et âcre. Thérèse, au bras de Camille, marchait à petits pas, se cachant sous son ombrelle, tandis que son mari s'éventait la face avec un immense mouchoir. Derrière eux venait Laurent, dont les rayons du soleil mordaient le cou sans qu'il parût rien sentir. Il sifflait, il poussait du pied des cailloux, et par moments il regardait avec des yeux de fauve le balancement des hanches de sa maîtresse. Quand ils arrivèrent à Saint-Ouen, ils se hâtèrent de trouver un bouquet d'arbres, un tapis d'herbe verte étalé à l'ombre. Ils passèrent dans une île et s'enfoncèrent dans un taillis. Les feuilles tombées faisaient à terre une couche rougeâtre qui craquait sous les pieds avec les frémissements secs. Les troncs se dressaient droits, innombrables, comme des faisceaux de colonnettes gothiques. Les branches descendaient jusque sur les fronts des promeneurs, qui avaient ainsi pour tout horizon la voûte cuivrée des feuillages, et le fût blanc et noir des trembles et des chênes. Ils étaient au désert, dans un trou mélancolique, dans une étroite clairière silencieuse et fraîche. Tout autour d'eux, ils entendaient la Seine gronder. Camille avait choisi une place sèche et s'était assis en relevant les pans de sa redingote. Thérèse, avec un grand bruit de jupe froissée, venait de se jeter sur les feuilles. Elle disparaissait à moitié au milieu des plis de sa robe qui se relevait autour d'elle en découvrant une de ses jambes jusqu'aux genoux. Laurent, couché à plat ventre, le menton dans la terre, regardait cette jambe et écoutait son ami qui se fâchait contre le gouvernement en déclarant qu'on devrait changer tous les îlots de la Seine en jardins anglais avec des bancs, des allées sablées, des arbres taillés comme aux Tuileries. Ils restèrent près de 3 heures dans la clairière, attendant que le soleil fût moins chaud pour courir la campagne avant le dîner. Camille parla de son bureau, il conta des histoires niaises, puis, fatigué, il se laissa aller à la renverse et s'endormit. Il avait posé son chapeau sur ses yeux. Depuis longtemps, Thérèse, les paupières closes, feignait de sommeiller. Alors Laurent
se coula doucement vers la jeune femme, il avança les lèvres et baisa sa bottine et sa cheville. Ce cuir, ce bas blanc qu'il baisait, lui brûlait la bouche. Les senteurs âpres de la terre, les parfums légers de Thérèse se mêlaient et le pénétraient en allumant son sang, en irritant ses nerfs. Depuis un mois, il vivait dans une chasteté pleine de colère. La marche au soleil sur la chaussée de Saint-Ouen avait mis des flammes en lui. Maintenant, il était là, au fond d'une retraite ignorée, au milieu de la grande volupté de l'ombre et du silence. Il ne pouvait presser contre sa poitrine cette femme qui lui appartenait. Le mari allait peut-être s'éveiller, le voir déjouer ses calculs de prudence. Toujours cet homme était un obstacle, et l'amant, aplati sur le sol, se cachant derrière les jupes, frémissant et irrité, collait de baisers silencieux sur la bottine et sur le bas blanc. Thérèse, comme morte, ne faisait pas un mouvement. Laurent crut qu'elle dormait. Il se leva, le dos brisé, et s'appuyait contre un arbre. Alors il vit la jeune femme, qui regardait en l'air avec des grands yeux ouverts et luisants. Sa face posée entre ses bras, relevée, avait une pâleur mate, une rigidité froide. Thérèse songeait. Ses yeux fixes semblaient un abîme sombre où l'on ne voyait que de la nuit. Elle ne bougea pas, elle ne tourna pas ses regards vers Laurent, debout derrière elle. Son amant la contempla, presque effrayé de la voir si immobile, si muette. Sous ses caresses, cette tête blanche et morte, noyée dans les plis des jupons, lui donna une sorte d'effroi, plein de désirs cuisants. Il aurait voulu se pencher et fermer d'un baiser ses grands yeux ouverts. Mais, presque dans les jupons, dormait aussi Camille. Le pauvre être, le corps déjeté, montrait sa maigreur ronflée légèrement sous le chapeau, qui lui couvrait à demi la figure. On apercevait sa bouche tordue par le sommeil, faisant une grimace bête. De petits poils roussâtres, clairsemés sur son menton grêle, salissaient sa chair blafâtre, et comme il avait la tête renversée en arrière, on voyait son cou maigre ridé, au milieu duquel le nœud de la gorge saillant et d'un rouge brique remontait à chaque ronflement. Camille, ainsi vautré, était exaspérant et ignoble. Laurent, qui le regardait, leva le talon. D'un mouvement brusque, il allait d'un coup lui écraser la face. Thérèse retint un cri. Elle pâlit et ferma les yeux. Elle tourna la tête comme pour éviter les éclaboussures de sang. Et Laurent, pendant quelques secondes, resta le talon en l'air au-dessus de Camille endormie. Puis, lentement, il replia la jambe. Il s'éloigna de quelques pas. Il s'était dit que ça serait là un assassinat imbécile. Cette tête broyée lui aurait mis la police sur les bras. Il voulait se débarrasser de Camille uniquement pour épouser Thérèse. Il entendait vivre au soleil après le crime comme le meurtrier du roulier dont le vieux Michaud avait conté l'histoire. Il alla jusqu'au bord de l'eau, regarda couler la rivière d'un air stupide, puis brusquement, il entra dans le taillis. Il venait enfin d'arrêter un plan, d'inventer un meurtre commode et sans danger pour lui. Alors, il éveilla le dormeur et lui chatouilla le nez avec une paille. Camille éternua, se leva, trouva la plaisanterie excellente. Il aimait Laurent pour ses farces qui le faisaient rire. Puis, il secoua sa femme qui tenait ses yeux fermés. Lorsque Thérèse se fut dressée et qu'elle eut secoué ses jupes fripées et couvertes de feuilles sèches, les trois promeneurs quittèrent la clairière en cassant des petites branches devant eux. Ils sortirent de l'île, ils s'en allèrent par les routes, puis les sentiers pleins de groupes endimanchés. Entre les haies couraient des filles en robe claire, une équipe de canotiers passait en chantant. Des files de couples bourgeois, de vieilles gens, de commis avec leurs épouses marchaient à petits pas au bord des fossés. Chaque chemin semblait une rue populeuse et bruyante. Le soleil seul gardait sa tranquillité large. Il baissait vers l'horizon et jetait sur les arbres rochers, sur les routes blanches, d'immenses nappes de clarté pâle. Du ciel frissonnant commençait à tomber une fraîcheur pénétrante. Camille ne donnait plus le bras à Thérèse. Il causait avec Laurent, riait des plaisanteries et des tours de force de son ami, qui sautait les fossés et soulevait de grosses pierres. La jeune femme de l'autre côté de la route s'avançait la tête penchée, se courbant parfois pour arracher une herbe. Quand elle était restée en arrière, elle s'arrêtait et regardait de loin son amant et son mari. « Et tu n'as pas faim ?» finit par lui crier Camille. « Si, répondit-elle. Alors en route !» Thérèse n'avait pas faim. Seulement elle était lasse et inquiète. Elle ignorait les projets de Laurent. Ses jambes tremblaient sous elle d'anxiété. Les trois promeneurs revinrent au bord de l'eau et cherchaient un restaurant. Ils s'attablèrent sur une sorte de terrasse en planches, dans une gargote puant la graisse et le vin. La maison était pleine de cris de chansons, de bruits de vaisselle, dans chaque cabinet, dans chaque salon.
Il y avait des sociétés qui parlaient haut, et les minces cloisons donnaient une sonorité vibrante à tout ce tapage. Les garçons, en montant, faisaient trembler l'escalier. En haut, sur la terrasse, les souffles de la rivière chassaient les odeurs de graillons. Thérèse, appuyée contre la balustrade, regardait sur le quai. À droite et à gauche s'étendaient 2 files de guinguettes et 2 baraques de la foire. Sous les tonnelles, entre les feuilles rares et jaunes, on apercevait la blancheur des nappes, les taches noires des palettos, les jupes éclatantes des femmes. Les gens allaient et venaient, nu-tête, courant et riant, et au bruit criard de la foule se mêlaient les chansons lamentables des orgues de barbarie. Une odeur de friture et de poussière traînait dans l'air calme. Au-dessous de Thérèse, des filles du quartier latin, sur un tapis de gazon usé, tournaient en chantant une ronde enfantine. Le chapeau tombé sur les épaules, les cheveux dénoués, elles se tenaient par la main, jouant comme des petites filles. Elles retrouvaient un filet de voix fraîche, et leur visage pâle, que des caresses brutales avaient martelé, se coloraient tendrement de rougeur de vierge. Dans leurs grands yeux impurs passaient des humidités attendries, des étudiants fumant des pipes de terre blanche, les regardaient tourner en leur jetant des plaisanteries grasses. Et au-delà, sur la Seine, sur les coteaux, descendait la sérénité du soir, un air bleuâtre et vague qui noyait les arbres dans une vapeur transparente. « Eh bien, cria Laurent, en se penchant sur la rampe de l'escalier, « garçon, et ce dîner ?» Puis, comme se ravissant, « Dis donc, Camille, ajouta-t-il, si nous allions faire une promenade sur l'eau, avant de nous mettre à table, on aurait le temps de faire rôtir notre poulet. Nous allons nous ennuyer pendant 1 heure à attendre. »« Comme tu voudras, répondit nonchalamment Camille. Mais Thérèse a faim. »« Non, non, je puis attendre, se hâta de dire la jeune femme, que Laurent regardait avec des yeux fixes. Ils redescendirent tous 3. En passant devant le comptoir, ils retinrent une table. Ils s'arrêtèrent à menu, disant qu'ils seraient de retour dans 1 heure. Comme le cabaretier louait des canots, ils le prirent de venir en détacher un. Laurent choisit une mince barque dont la légèreté effrayait Camille. « Diable, dit-il, il ne va pas falloir remuer là-dedans. On ferait un fameux plongeon. » La vérité était que le commis avait une peur horrible de l'eau. À Vernon, son état maladif ne lui permettait pas, lorsqu'il était enfant, d'aller barboter dans la Seine. Tandis que ses camarades d'école couraient se jeter en pleine rivière, il se couchait entre 2 couvertures chaudes. Laurent était devenu un nageur intrépide, un rameur infatigable. Camille avait gardé cette épouvante que les enfants et les femmes ont des eaux profondes. Il tâta du pied le bout du canot, comme pour s'assurer de sa solidité. « Allons, entre donc !» le cria Laurent en riant. « Tu trembles toujours ?» Camille enjamba le bord et alla en chancelant s'asseoir à l'arrière. Quand il sentit les planches sous lui, il prit ses aises. Il plaisanta pour faire acte de courage. Thérèse était demeurée sur la rive, grave et immobile, à côté de son amant, qui tenait l'amarre. Il se baissa et rapidement à voix basse. « Prends garde, murmura-t-il, je veux les jeter à l'eau. Obéis-moi, je réponds de tout. » La jeune femme devint horriblement pâle. Elle resta comme clouée au sol. Elle se raidissait, les yeux agrandis. « Entre donc dans la barque, murmura encore Laurent. Elle ne bougea pas. Une lutte terrible se passait en elle. Elle tendait sa volonté de toutes ses forces, car elle avait peur d'éclater en sanglots et de tomber à terre. « Ah !» cria Camille. « Laurent, regarde donc Thérèse. C'est elle qui a peur. Elle entrera, elle n'entrera pas. » Il s'était étalé sur le banc de l'arrière, les 2 coudes contre le bord du canot, et se dandinait avec fanfaronnade. Thérèse lui jeta un regard étrange. Les ricanements de ce pauvre homme furent comme un coup de fouet qui la cingla et la poussa. Brusquement, elle sauta dans la barque. Elle resta à l'avant. Laurent prit les rames. Le canot quitta la rive, se dirigea vers les îles avec lenteur. Le crépuscule venait. De grandes ombres tombaient, les arbres et les eaux étaient noirs sur les bords. Au milieu de la rivière, il y avait de larges traînées d'argent pâle. La barque fut bientôt en pleine Seine. Là, tous les bruits des quais s'adoucissaient. Les chants, les cris arrivaient, vagues et mélancoliques, avec des langueurs tristes. On ne sentait plus l'odeur de friture et de poussière. Des fraîcheurs traînaient, il faisait froid. Laurent cessa de ramer et laissa descendre le canot au fil du courant. En face se dressait le grand massif rougeâtre des îles. Les 2 rives d'un brun sombre taché de gris étaient comme 2 larges bandes qui allaient se rejoindre à l'horizon. L'eau et le ciel semblaient coupés dans la même étoffe blanchâtre. Rien n'est plus douloureusement calme qu'un crépuscule d'automne. Les rayons pâlissent dans l'air frissonnant, les arbres vieillis jettent leurs feuilles,
la campagne brûlée par les rayons ardents de l'été, sent la mort venir avec les premiers vents froids. Et il y a là, dans les cieux, des souffles plaintifs et d'espérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls dans son ombre. Les promeneurs se taisaient, assis au fond d'un barque qui coulait, avec l'eau. Ils regardaient les dernières lueurs quitter les hautes branches et approcher des îles. Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres. Tout le paysage se simplifiait dans le crépuscule. La Seine, le ciel, les îles, les coteaux n'étaient plus que des taches brunes et grises qui s'effaçaient au milieu d'un brouillard laiteux. Camille, qui avait fini par se coucher à plat ventre, la tête au-dessus de l'eau, trempa ses mains dans la rivière. « Fichtre, que c'est froid !» s'écria-t-il. « Il ne ferait pas bon de piquer une tête dans ce bouillon-là. » Laurent ne répondit pas. Depuis un instant, il regardait les deux rives avec inquiétude. Il avançait ses grosses mains sur ses genoux en serrant les lèvres. Thérèse, roide, immobile, la tête un peu renversée, attendait. La barque allait s'engager dans un petit bras, sombre et étroit. S'enfonçant entre deux îles, on entendait derrière l'une des îles les chants adoucis d'une équipe de canotiers qui devaient remonter la Seine, au loin en amont. La rivière était libre. Alors Laurent se leva, prit Camille à bras-le-corps. Le commis éclata de rire. « Ah non, tu me chatouilles, dit-il. Pas de ces plaisanteries-là, voyons, fini. Tu vas me faire tomber. » Laurent serra plus fort, donna une secousse. Camille se tourna et vit la figure effrayante de son ami, toute convulsionnée. Il ne comprit pas. Une épouvante vague le saisit. Il voulut crier. Il sentit une main rude qui le serrait à la gorge avec l'instinct d'une bête qui se défend. Il se dressa sur les genoux, se cramponna au bord de la barque et lutta ainsi pendant quelques secondes. « Thérèse, Thérèse !» appela-t-il d'une voix étouffée et sifflante. La jeune femme regardait, se tenant des deux mains à un banc du canot qui craquait et dansait sur la rivière. Elle ne pouvait fermer les yeux, une effrayante contraction les tenait grands ouverts. Fixée sur le spectacle horrible de la lutte, elle était rigide, muette. « Thérèse, Thérèse !» appela de nouveau le malheureux qui râlait. À ce dernier appel, Thérèse éclata en sanglots. Ses nerfs se détendaient, la crise qu'elle redoutait la jeta toute frémissante au fond de la barque. Elle y resta, pliée, pâmée, morte. Laurent secouait toujours Camille en le serrant d'une main à la gorge. Il finit par l'arracher de la barque à l'aide de son autre main. Il le tenait en l'air, ainsi qu'un enfant au bout de ses bras vigoureux. Comme il penchait la tête, découvrant le cou de sa victime, folle de rage et d'épouvante, se tordit, avança les dents et les enfonça dans ce cou. Et lorsque le meurtrier, retenant un cri de souffrance, lança brusquement le commis à la rivière, les dents de celui-ci lui emportèrent un morceau de chair. Camille tomba en poussant un hurlement. Il revint 2-3 fois sur l'eau, jetant des cris de plus en plus sourds. Laurent ne perdit pas une seconde, il releva le collet de son paletot pour cacher sa blessure, puis il saisit entre ses bras Thérèse, évanouie, fit chavirer le canot d'un coup de pied et se laissa tomber dans la Seine en tenant sa maîtresse. Il la soutient sur l'eau, appelant au secours d'une voix lamentable. Les canotiers, dont ils avaient entendu le chant derrière la pointe de l'île, arrivèrent à un grand coup de rame. Ils comprirent qu'un malheur venait d'avoir lieu. Ils opérèrent le sauvetage de Thérèse qui couchèrent sur un banc et de Laurent qui se mit à se désespérer de la mort de son ami. Il se jeta à l'eau et chercha Camille. Dans les endroits où il ne pouvait être, il revient en pleurant, en se tordant les bras, en s'arrachant les cheveux. Les canotiers tentaient de le calmer, de le consoler. « C'est ma faute, cria-t-il, j'en aurais pas dû laisser ce pauvre garçon danser, se remuer comme il le faisait. À un moment, nous nous sommes trouvés tous les trois du même côté de la barque et nous avons chaviré en tombant. Il m'a crié de sauver sa femme. » Et il eut parmi les canotiers, comme cela arrive toujours, 2 ou 3 jeunes gens qui voulurent avoir été témoins de l'accident. « Nous vous avons bien vu, disait-il, aussi que diable une barque, ce n'est pas aussi solide qu'un parquet. Ah, la pauvre petite femme, elle va avoir un beau réveil. » Ils reprirent leurs rames, ils remorquèrent le canot et conduisirent Thérèse et Laurent au restaurant où le dîner était prêt. Tous à Ouan sut l'accident en quelques minutes. Les cagnotiers le racontèrent comme les témoins oculaires. Une foule apitoyée stationnait devant le cabaret. Le cargotier et sa femme étaient de bonnes gens qui mirent leur garde-robe au service des naufragés. Lorsque Thérèse sortit de son évanouissement, elle eut une crise de nerfs. Elle éclata en sanglots déchirants. Il fallut la mettre au lit. La nature aidait à la sinistre comédie qui venait de se jouer. Quand la jeune femme fut plus calme, Laurent la confia aux soins des maîtres du restaurant. Il voulut retourner seul à Paris pour apprendre l'affreuse nouvelle à Madame Raquin. Avec tous les ménagements possibles, la vérité
était qu'il craignait l'exaltation nerveuse de Thérèse. Il préférait lui laisser le temps de réfléchir et d'apprendre son rôle. Ce furent les canotiers qui mangèrent le dîner de Camille. Fin du chapitre 11.